J'ai aimé la fin de The Boys. J'ai aimé la fin de The Boys. Je trouvais que c'était une bonne conclusion, qu'il y avait plein de choses très satisfaisantes. J'ai aimé la fin de The Boys. Bon, après, j'ai aussi aimé la fin de Game of Thrones, donc... Oh le mec, il a aimé la fin de Game of Thrones et il se dit cinéphile. Ouh. Ah non, enfin, n'ayez pas... c'est... Ouais. Ok. Ouais. Les chroniques du lombric. Putain, j'ai chaud dans cette tenue, la vache. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui consacrée à la dernière saison, la saison 5 de la série The Boys, qui est une série que j'aime beaucoup. Elle est dans le décor, hein, donc c'est un truc que j'aime particulièrement. J'adore cette série, je la suis depuis à peu près la saison 2, je l'ai découverte quand ils en étaient à la saison 2. Depuis je suis ultra fan, j'ai lu tous les comics, j'aime beaucoup The Boys, j'adore cette série, elle est trop bien, regardez-la. Et aujourd'hui on est là pour parler donc de la fin, la dernière saison, saison finale. Il y aura évidemment d'autres séquelles et d'autres préquels, bien sûr, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Continuons à exploiter cet univers très riche, donc voilà, mais pour la continuité The Boys, c'est fini, ça y est, so long, comme on dit. Petite précision, il y aura une grosse partie spoil à un moment, toute la deuxième partie de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler, qui sont notamment la fin de certains personnages, ou des arcs spécifiques, ou des trucs comme ça. Donc forcément, je vais être obligé de spoiler ces moments-là. Ne vous inquiétez pas, ce sera évidemment indiqué. Tant que j'ai pas dit que c'est l'alerte spoiler, il n'y aura pas de spoiler sur la saison 5, vous êtes sûr et certain de cela. Par contre, gros petit disclaimer, je vais pas pouvoir ne pas spoiler les 4 premières saisons de The Voice. Bien sûr, je vais être obligé de spoiler les 4 premières saisons de The Boys et également les 2 saisons de Gen V. Parce qu'il y a un point, enfin c'est pas dans le même univers, il y a des personnages de Gen V qui reviennent déjà dans la saison 4 de The Boys pour quelques petites apparitions et dans cette saison 5. Donc voilà, je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir mon avis sur la dernière saison, c'est qu'un minimum vous êtes à jour. Maintenant voilà, je ne spoilerai pas la saison 5 avant de le dire, par contre, je pars du principe que vous avez déjà vu les 4 premières saisons de The Boys et les 2 saisons de Gen V, puisqu'il n'y aura jamais de saison 3 à Gen V d'ailleurs, bien sûr. Voilà, vous êtes avertis. On va pouvoir commencer. Mais alors, qu'est-ce que nous raconte cette 5e et dernière saison? Eh bien, le protecteur est donc maintenant à la tête des États-Unis d'Amérique, puisque à la fin de la dernière saison, c'est lui qui contrôlait le président, hein, globalement. Surtout avec Victoria Neuman qui était Squeak par Butcher. Voilà, spoiler, j'avais prévenu. Et donc il est à la tête du pays, il met en place son régime totalitaire, avec notamment des camps de la liberté, dans lesquels tous ses opposants politiques et toutes les personnes qui ne croient pas en lui sont envoyés. C'est là notamment qu'on retrouve le français Lacrème et Yui, qui ont été enfermés après leur arrestation à la fin de la saison numéro 4, bien sûr. Dans le premier épisode, l'enjeu ça va être d'aller libérer ou non Yui, Lacrème et le français, pour ensuite pouvoir tous ensemble essayer de faire tomber et de tuer le protecteur une bonne fois pour toutes dans ce monde qui part complètement en couille, puisque le protecteur va au fur et à mesure commencer à définitivement se prendre pour un dieu et vouloir créer sa propre religion qu'il voudra instaurer à tout le monde, parce qu'il est un petit peu timbré. Pour faire un avis un petit peu global, général de cette saison, je reviendrai dans le détail là je vais balancer plein de trucs, vous inquiétez pas, je vais détailler tout ça après. Mais donc j'ai franchement bien aimé cette saison, j'ai bien aimé ce final, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes conclusions à beaucoup de choses, des conclusions qui étaient beaucoup moins satisfaisantes et un peu nulles pour d'autres aspects, mais j'ai trouvé que dans la balance il y avait plus de trucs qui étaient bien faits que de trucs mal faits. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans dans les 3-4 premiers épisodes, il y avait un sentiment un petit peu particulier que, je sais pas, j'arrivais pas trop à être pleinement dedans, mais à partir de l'épisode 5, qui est mon épisode préféré de la saison, et peut-être même l'un de mes épisodes préférés de To The Boys, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, moi je l'ai adoré l'épisode 5, je trouve que là, ça y est, j'étais rededans,
à 100%, et c'était bien, j'aimais bien ce qu'on voyait. Enfin franchement, je trouve que c'est une bonne conclusion à The Boys. De toute façon, The Boys pouvait pas avoir une conclusion 100% happy end, quoi. De toute façon, c'est un peu... beaucoup de gens comparent cette fin à la fin de Game of Thrones, dans le sens où, oh là là, c'est une série phénomène, tout ça, et personne n'aime la fin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la fin. Bon, moi j'ai aimé la fin de Game of Thrones, parce que voilà, en fait, une série comme ça, comme The Boys, comme Game of Thrones, ça ne peut que avoir une fin douce amère. Une fin où il y a forcément des trucs qui vont décevoir, déjà parce que c'est une fin, et que les fins ça déçoit toujours, parce que c'est la fin de quelque chose, on sait qu'il n'y aura plus après, donc forcément, on est plus... naturellement, on n'a pas envie d'accepter en fait que ce soit une fin, donc on n'est pas forcément satisfait de tout ce qui se passe. Mais c'est une série comme ça, où ça charcute beaucoup, où il se passe des trucs politiques, machin, absolument horribles, dantesques. Forcément, il y a des trucs qui vont décevoir, forcément, il y a des trucs qui vont être clôturés de manière un peu décevante, on va dire, ou moins grandiloquente que ce qu'on aurait espéré, mais en même temps, c'est pour coller un petit peu aussi dans la vraie vie. Tout le monde n'a pas des morts et des fins absolument grandioses et tout ça. Il y a des trucs aussi beaucoup plus classiques et un peu décevants aussi. Enfin voilà, c'est normal que la fin soit pas parfaite. Il n'y a jamais de fin parfaite. Même Breaking Bad, qui est une série absolument merveilleuse, qui est réputée pour avoir une fin très bien, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le dernier épisode, parce qu'il y a quelques petits trucs dans le dernier épisode qui sont un peu magiques. Donc voilà. Mais je trouve que The Boys, du coup, a une fin très satisfaisante et très cohérente avec elle-même, sur la globalité en tout cas. Voilà. Donc, revenons un petit peu, on va faire par ordre un petit peu plus chronologique pour ce début. On va revenir donc sur les quelques premiers épisodes où j'expliquais que du coup j'étais pas vraiment dedans. Pourquoi, Tess? Et bien tout simplement parce qu'il y a un feeling très différent en fait. Sur les 3-4 premiers épisodes, il y a vraiment un côté beaucoup plus sombre, une atmosphère très terne, très tout ça. The Boys, c'est une série qui se caractérise principalement par son fun. C'est très fun, The Boys. Fun, mais fun un peu humour noir, bien évidemment. C'est fun dans le côté, waouh, on va voir des gens se faire déchiqueter de manière qu'on s'y attendait vraiment pas, ça parodie vraiment le monde moderne et tout ça, donc, et les super-héros surtout. Donc voilà, c'est surtout ça se caractérise par le fun. Là, les 3-4 premiers épisodes, c'est vraiment The Boys sans le fun. Pour le côté, alors c'est une intention, parce que ça se transpire tellement dans tous les pores que ça ne peut pas ne pas être une intention. Et je salue cette intention, parce qu'elle est vraiment bonne pour le coup, pour retransmettre vraiment le côté désespéré, le côté guerre concrètement en fait, parce que c'est un peu un clin d'œil aussi à comment on représente aussi la Seconde Guerre mondiale, tout comme ça, c'est très oppressant, quasiment plus personne n'a d'espoir, tout le monde fait la gueule, c'est dur ce qui se passe, et du coup les quelques meurtres par exemple qu'on voit, ou trucs comme ça, c'est pas du tout traité de la même manière que dans le reste de la série. Dans le reste de la série, beaucoup de morts sont comiques, que la scène soit comique ou non. La majorité des morts c'est assez comique parce que c'est dans la démesure, ou parce qu'il y a une réplique un peu rigolote, ou parce qu'il y a des réactions un peu rigolotes. Je prends par exemple les openings de saison, à chaque fois il y a régulièrement il y a ça commence, il faut mettre le paquet quoi. Il y a une mort qui fait rire. Qui fait rire. On s'entend. Saison 1, la mort de Robin, la copine de Yui qui se fait littéralement atomiser par A-Train qui passe. Il y a un côté humoristique dans cette mort-là, parce que, outre le fait que du coup c'est hyper surprenant, qu'on s'y attend vraiment pas et que c'est très très imagé, le plan sur Yui qui tient les deux moignons de main de sa meuf, voilà, il y a un côté un petit peu humoristique là-dedans. La saison 2, ça commençait avec la mort de Susan Raynor qui se faisait exploser la tête. Qu'est-ce qui rendait le truc un peu humoristique? La réaction de Yui. Yui qui gueule comme « Oh putain, est-ce que ma tête va exploser? Je veux pas que ma tête explose !» Voilà, il y a un côté un petit peu d'humour. Saison 3, termite dans la bite de son mec qui éternue et qui explose. Bon, c'est très absurde, c'est très rigolo. Voilà, il y a toujours des trucs un petit peu, c'est toujours fun en fait. Et là, c'est pas fun. Là, il y a une scène dans un des premiers épisodes, pour rester vague, où il y a globalement un meurtre. Ils font un truc de meurtre, et les personnages autour qui survivent, il n'y a pas de répliques rigolotes, il n'y a pas de truc pour détendre l'atmosphère, c'est vraiment très dur quoi. Les personnages ils sont touchés, ils sont en mode waouh, genre putain c'est hard là, c'est vraiment, c'est pas bien tout ça. Vraiment il n'y a plus le fun de tout ça. Pareil, ça s'est retranscrit également dans les couleurs en général. Les personnages ont toujours été habillés de manière très colorée. Yui il a une veste verte, Butcher il a des chemises à fleurs de toutes les couleurs, A-Train est habillé tout en bleu, Ashley
mon dieu Ashley, mon personnage préféré de toute la série, parce que j'adore Ashley, qui a une garde-robe absolument sublime et extraordinaire. Là, ils sont tous habillés en gris, marron, noir, c'est très terne, c'est très tout ça. Même le protecteur, l'homme poisson, qui sont toujours dans leur costume, leur costume caractéristique, la luminosité est baissée, tout ça, ce qui font très sombre, très terne. A-Train, il est habillé tout en marron, Yui, Stella, Butcher, la crème, le français, tout en gris. Et Ashley, qui pourtant a la meilleure garde-robe de toute la série, avec des trucs, moi j'adore son costard avec les énormes flammes et tout, enfin c'est génial. Elle est habillée dans les premiers épisodes vraiment de la même manière à chaque fois, c'est un espèce de tailleur de première dame, il y a un côté un peu Hillary Clinton, le collier de perles, tout ça, et c'est des couleurs très pastel, très ternes, qui vraiment, il y a tout qui retransmet ce côté lourd et cette atmosphère sombre et désespérante en fait. On sent que c'est comme si tout l'espoir et le fun avaient été aspirés. Et comme j'ai dit, ça transpire tellement de tous les pores de ces premiers épisodes que ça peut pas être un hasard. C'est forcément une volonté artistique, que je trouve être bonne. Je salue l'intention, je la trouve vraiment bien, je trouve que c'est une intention qui est marquée, qui est cohérente, qui a du sens. Donc vraiment j'applaudis ça. Franchement j'applaudis d'avoir voulu sortir un peu des sentiers battus dans ce début de saison. Mais j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est peut-être trop tout d'un coup, je sais pas, mais il y a on retrouve pas l'atmosphère The Boys. Et du coup quand ça dure comme ça 3-4 épisodes, les 3-4 premiers, ce qui fait la moitié de la saison à peu près, c'est lourd et j'ai eu du mal à retrouver en fait le feeling The Boys qui est ce qui rend cette série aussi unique, quoi. C'est tout le feeling qui s'en dégage et j'ai du mal à la retrouver. Et du coup ça fait que je salue l'intention, j'adore l'idée, je trouve que l'exécution marche très bien, tout ça, mais c'était peut-être pas... voilà, ça fait que surtout quand on le sait pas, il y a un feeling très bizarre qui se ressort de ça et j'ai eu du mal à être dedans pour les premiers épisodes. J'aimais ce que je voyais et je continue à regarder parce que j'adore cette série et de toute façon j'avais tout regardé. Mais voilà, je ressortais de chaque épisode, j'étais un peu... ouais, feeling particulier. Et comme je l'ai dit, l'épisode 5, à partir de l'épisode 5, que j'ai beaucoup aimé, là on retrouve vraiment le feeling The Boys. Là on a des morts vraiment what the fuck. Vraiment très what the fuck et on s'y attend pas. Ceux qui ont vu la saison, je pense, pourront relate à ce que je dis. À partir dans l'épisode 5, il y a une mort grandiose, une mort spectaculaire, qui est vraiment du The Boys tout craché, quoi. Donc voilà, et c'est à ce moment-là, j'ai mis pause, j'ai fait là, putain, ça y est, je retrouve The Boys. Là, ça y est, on repart là-dedans, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et à partir de là, l'ambiance redevient un peu colorée, un peu de ça, un peu absurde, et exagérée et tout ça, et du coup... on retrouve vraiment le feeling, on retrouve tout ça et on rembarque dans The Boys pour le road trip final et tout ça, et j'ai trouvé ça du coup vraiment chouette, vraiment bien. Maintenant, une des principales critiques que j'ai à faire à cette saison qui ne rentre pas dans le spoil, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien. Faut le dire. Il y a beaucoup de personnages qui servent à rien, qui ont... alors, il y a des personnages qui sont là depuis longtemps dans la série et qui au final ne servent à rien dans le final, sont complètement inutiles, presque inintéressants à suivre, enfin c'est assez dommage pour ça. Je citerai des noms dans la partie spoil. Mais c'est encore pire quand il y a des personnages qui sont dans cette saison, qui ont un arc complet dans la saison, qui au final ne débouche sur rien, qui n'aboutit à rien. Il n'y a rien. Énorme pétard mouillé. Il y a un personnage comme ça, qui est... J'ai deux personnages qui sont d'énormes déceptions dans cette saison. Et il y en a un des deux, c'est le plus, c'est un pétard mouillé immense parce qu'il est présent dans tous les épisodes quasiment. Il est hyper important dans la saison. Il a un arc complet, il a tout ça, mais il sert à rien. On le retire, alors que c'est un des personnages principaux de la saison. On le retire de la saison, ça ne change rien. C'est extrêmement dommage et frustrant quand on voit de quel personnage il s'agit. C'est très très frustrant. Il y a des bonnes refs aux comics aussi, pour avoir lu les comics. Il y a des bonnes refs, des répliques, des situations, des morts qui sont les mêmes ou très similaires aux comics, et j'ai trouvé ça bien parce qu'il y a toujours eu des petits trucs inspirés des comics, tout ça dans la série, mais là, les clins d'œil sont très très bienvenus et fonctionnent très bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je trouve que les refs aux comics sont très très bonnes et très très appréciables. Bon, il y a un côté publicité dans cette saison.
ce qui est vraiment très chiant, parce que en gros, il y a beaucoup de trucs, c'est pour promouvoir la série Vault Rising qui va arriver, qui est le premier teaser est sorti et je sais plus quand ça sort. Je vais mettre là quand ça sort, et du coup qui se déroulera dans les années 50 où on suivra les personnages comme le petit soldat, Liberty qui est Stormfront dans la saison 2 de The Boys, et d'autres personnages, tout ça, pour revenir sur leur équipe de super-héros dans les années 50. Mais du coup il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages qui sont là juste pour faire de la pub pour Vault Rising, pour teaser Vault Rising. Et du coup c'est vraiment dommage parce que l'intrigue fait un peu du surplace et on n'avance pas beaucoup, et il y a des pans entiers de l'intrigue principale qui au final sont là que pour promouvoir Vault Rising et ont aucune incidence dans le scénario. Vraiment, ça pour le coup je trouve ça vraiment dommageable et vraiment nul, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter sur cette saison finale, beaucoup de choses que les gens attendaient, et il y en a beaucoup qui n'ont pas été, juste parce qu'on a pris du temps d'écran pour promouvoir Vault Rising, alors qu'il n'y a pas besoin de promouvoir Vault Rising comme ça en fait, genre quelques allusions par-ci par-là, d'accord, et de toute façon c'est une série The Boys, avec le petit soldat, avec Stormfront qui est un personnage hyper populaire, enfin voilà, les gens iront voir de toute façon, il n'y avait pas besoin de prendre la moitié de la série pour promouvoir cette série-là, voilà, donc c'est vraiment ça pour le coup, c'est vraiment très dommageable et désagréable un peu à regarder, surtout quand sur le moment, non, mais quand tu te rends compte que tout ça a servi à rien, et que c'était vraiment juste pour promouvoir, là tu te dis putain, franchement vous abusez les gars, là franchement c'est de la pub, donc c'est vraiment pas bien, vraiment dommage. Pour parler un peu sinon des personnages en eux-mêmes, parce que c'est un des trucs du cœur de la série, j'ai quand même dans l'ensemble trouvé qu'ils étaient très bons. À part du coup les quelques-uns peut-être mouillés que je citerai après. Dans l'ensemble j'ai trouvé qu'ils avaient des arcs très bons, des fins, quand je dis des fins ça veut pas forcément dire des morts, hein, c'est concrètement où est-ce qu'ils en sont à la fin de leur parcours, à la fin de la série quoi. Quasiment tous c'est plutôt cohérent et bien. Mention spéciale à du coup certains personnages, je trouve que l'homme poisson est très très bon dans cette saison. C'est un des meilleurs personnages de la série, clairement, parce que c'est le mec le plus pathétique de l'univers tout entier, c'est un plaisir de suivre ses conneries. Donc voilà, et je trouve qu'il est très très bien traité, c'est un bon climax du personnage cette saison je trouve. Et il a une fin que je trouve très bien. Pareil pour... cette saison m'a fait aimer un personnage que dans la saison 4, c'est Firecracker. Firecracker dans la saison 4, je l'avais trouvé... La première fois que je l'avais vu, je m'en étais royalement battu les couilles de Firecracker, on va pas se mentir. Je l'ai revu une deuxième fois, parce que je me suis refait toute la série avant le final. Je l'ai un peu plus apprécié dans la saison 4. J'ai trouvé qu'elle était un peu plus intéressante que la première fois que je l'ai vue. Mais alors, si je peux dire quelque chose, c'est que la saison 5 est la saison qui m'a fait aimer le personnage de Firecracker. J'aime beaucoup le personnage de Firecracker maintenant, je l'aime beaucoup parce que je trouve que dans cette saison, elle prend vraiment une substance qui est folle quoi. Vraiment ouais, cette saison m'a fait vraiment aimer Firecracker, c'est un personnage, c'est peut-être mon personnage coup de cœur de la saison, Firecracker, ça a été la révélation pour moi. J'ai bien aimé tout ce qui est Black Noir, j'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé son arc. Personnage secondaire encore une fois, hein, donc voilà, mais je l'ai trouvé sympathique. Les boys en eux-mêmes sont plutôt chouettes aussi, et il y a un truc intéressant avec la crème au début, et son arc est plutôt chouette. J'aime bien ce qu'ils ont fait de la crème, ouais, surtout au début. Le côté... non, je vais pas le dire parce que je veux vraiment pas spoil les gens qui veulent se faire spoil, mais voilà, la crème est assez particulière au début et j'aime bien l'idée, j'aime bien l'exécution, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et je trouve que voilà, il y a une bonne évolution. Il y a certaines scènes avec Stella que j'ai trouvé vraiment bien. Après, il y avait des trucs un peu plus filler et cette saison-là se concentre moins sur des personnages comme Yui ou Stella parce que c'est pas ceux qui ont le plus de choses à raconter pour leur finale. Donc c'est pour ça une critique que j'ai vue ressortir souvent, c'est que l'alchimie entre Stella et Yui n'existait plus, que là on s'en fout, machin. Mais non, pour moi c'est pas ça, pour moi c'est juste qu'ils ont moins de choses à raconter sur cette fin, comparé à d'autres personnages qui ont encore beaucoup à accomplir, donc forcément ils sont un peu au second plan. Mais je trouve que voilà, leur fin est bien, tout ça, enfin vraiment moi ça m'a pas choqué en fait, Yui et Stella, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses cohérentes, des trucs un peu redondants, mais dans l'ensemble ça va. Kimiko et le français aussi, c'est plutôt pas mal. Certaines choses un peu prévisibles, mais pas mal. Pour certains trucs, il y a des trucs assez prévisibles. La fin de certains personnages, il y a certains épisodes, tu
tu te doutes très vite de comment ça va finir, ou des trucs comme ça. Donc il y a quand même des côtés un peu prévisibles sur certains persos, mais dans l'ensemble ça va. Il y a des nouveaux personnages qui sont là aussi, notamment Ophazer, le nouveau super un petit peu au centre de tout, qui est globalement l'évangéliste, hein, qui est là pour prêcher la bonne parole du protecteur, qui n'est plus Jésus. Donc voilà. Que, à part pour être justement là en tant qu'évangéliste, il est vraiment un peu inutile et pas très très intéressant en vrai. Il n'a pas vraiment une personnalité marquante, il n'a pas de dilemme interne, ou en tout cas ça se ressent pas vraiment. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment pas très intéressant. Et on sent que il y a un côté où on a vraiment l'impression qu'ils sentent qu'ils ont regretté d'avoir tué Ézéchiel dans la saison d'avant, parce que Ézéchiel aurait à 100% fait le taf à ce moment-là, quoi. Donc dans cette saison-là. Donc voilà, c'est le remplaçant d'Ézéchiel, parce que fallait qu'on ait un évangéliste pour faire ce qu'on voulait faire avec le côté le Commander se prend pour un dieu. Mais du coup, c'est Ophazer, pas très intéressant, on se fait un peu chier. Le côté Ophazer, c'est dommage, mais c'est comme ça. Le protecteur, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du protecteur dans cette saison. Pour moi, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est comme pour Daenerys dans la dernière saison de Game of Thrones. Ne pas comprendre, ne pas accepter comment le caractère du personnage dans cette saison finale et dans le final, c'est ne pas avoir compris le personnage. C'est préparé depuis le début. Depuis le début, on prépare à ça. Depuis le début, on nous caractérise le personnage. Et pour ce qui est du protecteur, plus la série avance, plus il sombre dans la folie. Plus vraiment, au fur et à mesure de la série, il perd ses soutiens, les gens qui l'aiment meurent ou le détestent, il est de plus en plus seul. Et plus il se sent seul, plus il devient fou, et plus il a besoin de l'amour des gens, et plus il essaye d'imposer cet amour aux gens. Donc c'est normal qu'il soit caractérisé comme ça dans cette saison-là, il se prend littéralement pour un dieu. Il a tellement vrillé qu'il se prend pour un dieu, et qui essaie de créer sa propre religion et d'enfermer tous les gens qui ne croient pas en lui. C'est le protecteur, c'est évidemment le protecteur, bien sûr, et bien évidemment. Et pour ce qui est de la fin de son personnage, de la fin de son arc narratif, de ses dernières scènes, machin, moi j'ai trouvé ça parfaitement logique. Je détaillerai plus en partie spoil, mais moi j'ai trouvé que le protecteur, du début à la fin de cette saison, il était parfaitement cohérent, et très bien, et sa fin je la trouve très satisfaisante, et voilà, je suis désolé, mais ne pas pour moi, et c'est mon avis personnel, mais voilà, il y a un côté, vous n'avez pas forcément compris le protecteur si vous n'avez pas aimé comment il était caractérisé là, comment il finit, comment tout ça, c'est que vous n'avez pas forcément compris le personnage et vous n'avez pas vu son évolution, ça vous a peut-être échappé, il n'y a pas de problème, mais voilà, pour moi c'était parfaitement cohérent, parfaitement bien géré, très bien joué encore une fois, les acteurs sont tous excellents de toute façon, donc voilà, c'était très bien, c'est très bien. Et puis il y a Ashley, j'adore Ashley. Ashley c'est mon personnage préféré de la série, purement subjectivement, hein, purement en termes d'affect. J'adore ce personnage, j'adore l'actrice, comment elle le joue, comment tout ça, enfin vraiment j'adore. J'adore Ashley. Ashley, je t'aime de tout mon cœur. Et dans cette saison, j'étais pas déçu, parce que l'énorme cliffhanger de la saison 4 concernant Ashley, ça promettait quelque chose de grandiose, je m'étais imaginé beaucoup de choses, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils ont fait au final, mais j'ai pas été déçu. Je trouve que c'est vraiment bien, il y a vraiment... C'est cohérent avec Ashley, et elle a un arc de personnage qui est bien. J'aurais aimé un peu plus de scènes avec elle sur la fin de son parcours. J'aurais aimé l'avoir un peu plus. Mais voilà, je maintiens, et même si je trouve que la fin d'Ashley, sa dernière scène, la fin de son personnage est peut-être un petit peu rapide, mais la scène est très drôle, donc j'accepte. J'accepte que ça finisse comme ça reste un personnage secondaire Ashley, donc c'est pas le temps d'écran non plus immense. Mais voilà, j'accepte, je trouve que la scène est assez drôle, donc j'accepte la fin du personnage d'Ashley, je l'accepte. Et je l'aime de tout mon cœur. Des personnages qui évoluent bien, qui ont des fins qui sont cohérentes, qui sont bien. Butcher aussi, j'ai pas parlé de Butcher, mais Butcher, parfaitement cohérent, parfaitement parcours très bon du début à la fin, enfin vraiment nickel. Rien à dire sur Butcher non plus, je l'ai trouvé très bon dans cette saison aussi, et parfaitement cohérent, logique, satisfaisant, enfin voilà, moi j'ai trouvé que les personnages que la série aime le plus
les personnages centraux de la série, tout ça. Enfin, on sait qu'ils savaient où ils allaient dès le début, enfin quasiment dès le début. Donc moi j'ai pas du tout été déçu de tout ça, j'ai trouvé que c'était bien géré, que c'était... On sentait que c'était réfléchi, que tout ça, c'était pas juste mince on savait pas comment finir, bon on va faire ça, et c'était pas tout gâché, enfin c'est voilà, moi je trouvais que c'était un bon final encore une fois. Je trouvais que c'était un bon final. Regardez The Boys, parce que The Boys c'est une série absolument géniale. Là j'ai pas beaucoup parlé de Gen V, mais je vais en parler dans la partie spoil, parce que j'ai quelques trucs à dire par rapport à Gen V. Mais bon, regardez Gen V aussi, il y a quelques trucs sympas dedans, même si c'est pas à la cheville de The Boys, mais regardez aussi Gen V. Regardez principalement The Boys, et c'est une super série qui vaut vraiment le coup, et qui a une fin que je trouve bien. Je trouve que ça a une bonne fin, The Boys. Donc je suis pas déçu de mon visionnage. Et maintenant, on va passer en partie spoil, qui va peut-être être la partie la plus longue de la vidéo, je ne sais pas, puisque je vais revenir en détail sur pas mal de choses, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'adore cette série. Donc c'est parti, partie spoil. Ici, le timecode, si vous voulez avoir juste la conclusion et la fin de la vidéo, c'est tout là-bas. Donc voilà, mais là maintenant on passe en partie spoil. C'est parti, ça va saigner. Donc, partie spoil, là on va revenir un petit peu plus sur chaque personnage un peu individuellement, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc, première chose, A-Train. On va parler d'A-Train. A-Train qui ne survit pas au premier épisode. Bonjour, bienvenue dans la partie spoiler. C'était évident. C'était très prévisible. Il était évident que la saison devait commencer par la mort d'un personnage important. Parce que c'est la dernière saison, faut marquer le coup. Faut dire que, attention, ça va pas survivre, va y avoir du carnage. Donc voilà. J'ai trouvé... Puis A-Train, c'était évident que ce serait lui en fait, parce que il a déjà fini son arc dans la saison d'avant. Il n'y avait plus grand chose à raconter avec lui. Voilà, il restait... Enfin voilà, tout avait été accompli plus ou moins avec A-Train, donc il pouvait mourir. Donc c'était pas une grande perte pour la saison finale, quoi. Il avait déjà raconté tout ce qu'il avait à raconter. Donc c'était assez prévisible, d'autant plus quand on voit les différentes scènes qu'il a. Notamment avec quand l'homme poisson vient le voir, il a caché sa famille, l'homme poisson vient le voir, machin, qui lui dit non mais j'étais comme toi, j'étais qu'une merde à sa botte, mais rebelle-toi, fais quelque chose, machin, tout ça. Après il y a tout le truc où il devient enfin un héros, il sauve, il vient sauver tout le monde au camp de la liberté, pardon. Voilà, et puis après il y a le très bon combat entre A-Train et le protecteur qui dure pas longtemps mais que j'ai trouvé vraiment très bon. Les plans, alors les effets spéciaux sont un peu moches, je les ai trouvés vite fait un peu moches, mais je leur pardonne parce que c'est extrêmement stylé. Cette scène où on a A-Train qui court le plus vite du monde, parce que c'est l'homme le plus rapide du monde, c'est QFD, A-Train qui court super vite, avec le protecteur qui vole aussi vite que lui derrière, qui tire avec ses lasers, juste au niveau des talons, tout ça, parce que A-Train est juste un tout petit peu plus rapide. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper intense, hyper beau, enfin c'était génial. Et puis après, il y a la meuf qui traverse la route, A-Train qui dévie pour pas l'exploser comme Robin. Bon, là c'était fini, là c'était en mode, allez, salut mon pote. Voilà, et puis rayonner du protecteur pour lui rappeler que c'est qu'une merde, que c'est machin, sans tes pouvoirs tu n'es rien. Donc voilà, j'ai trouvé que A-Train était, voilà, il a eu une fin sympathique, ça correspondait, c'était sans... Voilà. Je trouve que Kimiko c'est pareil, c'est un des meilleurs personnages de la série, cette brutalité tout en ayant cette fantastique douceur à l'intérieur, cet enfant qui est une machine de guerre aussi, enfin c'est un personnage qui est complexe et qui est très cool, Kimiko. Au début j'ai trouvé qu'elle parlait trop, parce que donc à la fin de la saison 4 elle retrouve la parole, là j'ai trouvé qu'elle parlait trop, elle ferme jamais sa gueule. Et elle est trop vulgaire quand elle parle, enfin je sais pas, j'étais vraiment pas fan du personnage de Kimiko au début, ça se calme après, à partir du moment où elle retrouve le français ça se calme, mais vraiment j'étais pas du tout fan de Kimiko, elle parlait très vulgaire, à tout le temps parler, enfin je retrouverais vraiment pas Kimiko, donc ça me plaisait pas trop. Après ça va mieux, et j'aime bien le côté que, donc à la fin de la saison elle prend elle récupère des pouvoirs, les mêmes pouvoirs que le petit soldat, de pouvoir faire griller le composé V chez tous les super-héros. J'aime bien le côté que pour une fois c'est pas la colère qui lui fait marcher ce pouvoir, c'est l'amour. Ça, voilà, Kimiko enfin peut entre guillemets exister, mais surtout être utile, autre que par la rage, la colère et la destruction, quoi. On peut le faire vraiment avec l'amour et des émotions positives. Je trouvais que c'était une très belle symbolique pour Kimiko, et enfin que c'était vraiment, ça fonctionnait très bien. Par contre,
ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a les pouvoirs du petit soldat. À quoi sert le petit soldat, du coup? Si elle chope les pouvoirs du petit soldat. C'était lui, le personnage dont j'ai parlé, qui est un énorme pétard mouillé, central à la saison. Et on l'a pas vu en saison 4, il était là toute la saison 3. Non, techniquement, il était là que la moitié du petit soldat. Que la moitié du petit soldat. Il était là que la moitié de la saison 4, mais on en parlait de la saison 3. Je vais pas y arriver! Le petit soldat était techniquement présent pendant physiquement présent pendant la moitié de la saison 3, mais son aura planait sur toute la saison. Absent saison 4, grand retour saison 5 du petit soldat. Pour rien. Rien du tout. Tout son arc de personnage, son évolution, est là pour promouvoir Vault Rising, puisque c'est en mode oui, en fait, j'étais amoureux de Stormfront et blablabli blablabla. Donc tout ça pour promouvoir Vault Rising, où on va voir leur histoire d'amour. Selon la Comtesse Rouge, du coup, de la saison 3, qui au final n'était pas vraiment sa meuf, enfin bref, il était censé l'aimer. Dommage, un peu incohérent, mais bon, c'est pour Vault Rising. Et puis sinon, son seul intérêt c'est de donner le composé V1 au protecteur, mais ça on va y revenir après, mais c'est un gros pétard mouillé aussi. Concrètement, t'enlèves le petit soldat de la saison, ça enlève juste la promotion à Vault Rising. Sinon, il ne sert à rien. Alors que c'est un personnage quand même un peu culte de la série, un peu marquant, que beaucoup attendaient son retour avec impatience, enfin je sais pas, au lieu que d'utiliser Kimiko, de lui donner les pouvoirs du petit soldat pour faire machin, creusez-vous la tête pour essayer de faire en sorte que ce soit le petit soldat qui fasse ça. Parce que sinon, quel intérêt de ramener le petit soldat? Ça m'a cassé les couilles. Ça, j'avoue, j'étais pas content. Alors, je suis pas non plus un fan numéro 1 du petit soldat, mais j'étais pas content de ça, putain... Il est ramené pour rien. Rien du tout, à part promouvoir votre prochaine série, et ça prend un tiers de l'intrigue. C'est vraiment, vraiment nul. C'est vraiment nul. Là, pour le coup, ça on peut râler. Et en plus, le petit soldat, il se fait battre d'une manière nulle, quoi. Il se défend même pas, il se fait juste étrangler et paf, assommé dans le caisson. C'est nul. Il a même pas une fin là, il a même pas un combat glorieux contre le protecteur, c'est très décevant. Et l'autre truc sur l'autre personnage extrêmement décevant sur lequel on peut râler, c'est Ryan. Ryan qui est présent depuis techniquement le dernier épisode de la saison 1, mais il est un personnage à part entière depuis la saison 2, qu'on te prépare depuis la saison 2, que on te fait le truc de voilà, on te dit que c'est lui qui peut rivaliser avec le protecteur, qui va peut-être battre le protecteur, qui au moins aider à battre le protecteur, que on te joue tout le truc de ses allégeances, est-ce qu'il est plus vers Butcher, ah non au final il est en train de devenir comme son père, non en fait il fait canaler seul, non machin, et il ne sert à rien, il n'a aucun rôle prépondérant, il est là 3 épisodes, et même dans le climax final, la grosse baston contre le protecteur pour le tuer, il arrive juste pour l'empêcher de décoller une fois, et puis après il tape, mais tu l'enlèves, ça change rien non plus. Il est inutile. Ryan, c'est avec un L majuscule, un L et un E majuscule, c'est le pétard mouillé de la série. Parce que c'est pas comme le petit soldat qui a été là une saison avant qu'on a mis ses pouvoirs, et qui après maintenant il a que pour pouvoir Void Rising. Ryan, c'est un personnage qui est là tout le temps, dans toute la série. Donc, c'est vraiment, il sert à rien. Tout le truc, tout ce build-up sur 3 saisons, pour rien. Ah, c'est là pour le coup, c'est une déception. Ça, c'est une grosse déception pour le coup, vraiment. Putain, Ryan quoi. Il y avait tellement à dire avec Ryan, tellement à faire avec Ryan. C'est là, ouais. Là, franchement, là, pas bien. Pas bien la série. Et le troisième gros point noir, on va dire, que j'ai avec ce final, c'est que à la fin, Vault existe encore. L'entreprise Vault existe toujours. Et c'est Stan Edgar qui reprend la tête. Stan Edgar survit assez miraculeusement à la série, et c'est Stan Edgar qui prend la tête. Alors, mon problème avec ça, à quoi a servi le combat en fait? À quoi ça a servi les 5 saisons? À part à tuer le protecteur. Mais comme le dit très bien Butcher lui-même, oui, on a tué le protecteur, d'accord, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a un autre super complètement taré qui va prendre sa place et qui va être le nouveau protecteur. Faut qu'il y ait des changements concrets, faut vraiment qu'il y ait des gros changements dans l'univers pour que ça ait servi à quelque chose. Remettre Stan Edgar à la tête et au pouvoir à la fin de la saison, enfin à la fin de la série,
c'est un énorme retour en arrière. C'était déjà Stan Edgar au pouvoir dans la saison 1. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a fait un rétropédalage. Parce qu'il a beau faire son discours en mode oui, on a compris que on avait fait de la merde, il faut qu'on repense totalement notre manière de travailler avec les super, tout ça. Mais d'accord, mais c'est Stan Edgar et c'est Vault. Ils sont là pour faire du profit, un max de profit, et voilà, enfin je sais pas. Il y a vraiment ce côté, rien n'a changé. Parce que même avec Stan Edgar au pouvoir, tu pouvais faire en sorte que... Parce que c'est parfaitement logique que ce soit Stan Edgar qui reprenne Vault à la fin, puisqu'il est vivant, tout le monde est mort, donc il n'y a que lui qui peut reprendre Vault, ou alors c'était un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu, mais bon, au final c'est un peu décevant. Donc voilà, évidemment, puis c'est Stan Edgar, qui connaît bien quand même les magouilles et tout ça, donc évidemment qu'il reprend Vault à la fin. Mais un truc tout con, certes le protecteur a anéanti les 7, bon d'accord, mais mettez Stella à la tête de Vault aussi, genre co-directrice avec Stan Edgar, ou juste chef des 7. Parce qu'au moins Stella, elle fait bouger les choses, elle a un truc, elle a une meuf, enfin je sais pas, là pour le coup on est vraiment, putain Vault repart exactement dans les travers qu'il y avait avant, et c'est bon, dans 5 ans on a retrouvé la situation initiale. Donc c'est vraiment ce côté un peu rétro-pédalage et merde, tout ça, ça a servi à quoi, qui est décevant, qui est vraiment décevant. Je sais qu'ils avaient des plans pour la saison 3 de Gen V qui devait se situer après la saison 5 de The Boys et exploiter un petit peu justement comment finit cet univers, on va dire. Mais bon, cette saison ne se fera jamais, donc on ne verra pas. Donc au point où on en est, juste dit bon bah voilà, bah on va retrouver. En fait ça servait à rien, ça a été très useless en fait, toutes les 5 saisons qu'on a suivies, tout le combat, tout ça, ça a servi juste à tuer beaucoup de super et puis voilà, mais on va repartir dans les travers d'avant. Le protecteur, notre ami le protecteur. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la partie no spoil, globalement je trouve que son personnage est très cohérent, très satisfaisant, tout ça, bref. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, enfin si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous avez peut-être pas compris le personnage, bref. Notamment la fin, quand qu'à la seconde où il perd ses pouvoirs, ils deviennent pathétiques. Il se rend compte qu'il est humain et il devient vraiment juste nul, juste un con, juste une merde qui est ridicule et qui supplie pour sa vie. Ça, beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de mèmes passer sur le protecteur en mode ouais, regardez-moi la perte d'aura qu'il a, saison 1, enculé putain, je vous carbonise dans l'avion, et là, je peux te sucer la bite si tu veux, je pourrais manger ta merde en direct à la télé. Mais oui, mais en même temps, c'est normal. Il s'est toujours défini par ses pouvoirs l'ont toujours fait se sentir supérieur, il a toujours considéré que les humains étaient faibles et étaient des sous-merdes. Donc forcément quand il devient humain, qu'il perd ses pouvoirs qui étaient, et pourtant c'est quand même bien redit dans cette saison, que sans ses pouvoirs il est rien, et les réactions du protecteur sont quand même très claires là-dessus. Dès qu'il perd ses pouvoirs, qu'il devient humain, bon bah il panique un peu, et putain merde, il se sent comme un moins que rien. Et c'est oublié aussi que c'est un personnage qui a toujours eu peur de la mort, c'est pour ça qu'il voulait le V1, s'injecter le V1 pour être immortel, ce qu'il fait mais qui a aucune incidence. Au final le V1 c'est un gros pétard mouillé parce que énorme cliffhanger fin de l'épisode 6 je crois, ou 7 je sais plus, où il s'injecte le V1, il devient immortel, il devient hyper puissant, énorme cliffhanger, et ça ne débouche sur rien, ça ne fait rien du tout, il n'y a aucune incidence, ça ne change rien au protecteur à part qu'ils peuvent pas utiliser le virus, mais bon, on savait déjà qu'ils n'utiliseraient pas. Donc c'est ça pour le coup, gros pétard mouillé le V1, c'est nul. C'était vraiment juste là pour promouvoir votre Rising, pour faire venir Bombsight, etc. Bref. Donc le protecteur, il a toujours eu peur de la mort, il a toujours eu peur de vieillir. Je rappelle la scène avec le bocal rempli de poils pubiens blancs, bon bah c'est extrêmement glauque et c'est vraiment, il a peur de vieillir parce qu'il a peur de mourir. Et à ce moment-là, il vient de perdre ses pouvoirs. Il est devenu humain, il est devenu la sous-merde qu'il a toujours considéré les autres. Et Butcher arrive et lui tabasse sa mère. Pour peut-être la première fois de sa vie, il ressent la douleur. Et pas qu'une petite douleur de rien du tout, il se fait quand même bien l'amocher la gueule. Donc il ressent la douleur, il est humain, et il sait que Butcher n'a qu'une envie, c'est de le tuer, évidemment qu'il panique. C'est un personnage qui est profondément terrifié par la mort et par l'abandon. C'est les deux trucs qui le caractérisent. Donc forcément, quand il se sent prêt à mourir, quand il sent qu'il va mourir, qu'il tombe sur son piédestal, évidemment il supplie pour sa vie comme une merde, parce qu'il a toujours été une merde pathétique, le protecteur. Depuis le début. Donc moi j'ai trouvé ça très bien, et ce qui était très bien aussi, c'est que ce soit diffusé en direct à la télé à ce moment-là, que tout ça soit montré à tout le monde. Pour que vraiment, le côté vraiment, voilà, il a tout perdu quoi. Tout ce qu'il voulait, l'amour des gens, machin, là c'est définitivement fini devant tout le monde quoi. Il pourra plus sauver les apparences. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé ça très bon.
C'était vraiment cool. J'ai trouvé ça parfaitement cohérent, satisfaisant à voir, le protecteur supplier pour sa vie et être un moins que rien. Enfin, c'était génial. Vraiment, j'adore. J'accepte à 100% et j'ai trouvé que c'était une fin parfaite pour le protecteur. J'ai pas d'autres mots. Je trouvais que c'était une fin parfaite pour le protecteur. Pour parler un petit peu des autres personnages, Butcher qui est tué par Yui, c'est cohérent, c'est très bien, j'ai rien de plus à dire que dans la partie no spoil. C'est normal qu'il soit, qu'il soit fou comme ça, il a tout perdu, il a plus vraiment de raison de vivre quoi. Sa seule raison de vivre c'était Ryan, mais Ryan l'a dégagé. Venger Becca, il a tué le protecteur. Il lui restait quoi? Il lui restait Terreur à la fin. Bon bah Terreur meurt de sa belle mort. Ils ont tué le chien. Donc voilà, donc il a plus rien. Donc à ce moment-là en fait, il veut plus ou moins être arrêté par Yui quoi. Il sait que Yui va venir. Il sait que Yui va l'arrêter. Parce que Yui c'est son petit canari. Donc voilà, non j'ai trouvé que pareil, Butcher c'était très bon, très bien géré. Voilà. Et je serais pas surpris s'ils nous disent qu'en fait il a jamais mis le virus dans les systèmes d'eau de Vault. Je serais presque pas surpris. Mais bon, ça c'est de la théorie. Je pense quand même que si, parce que son discours est quand même très cohérent faut vraiment agir et buter tous les super, parce que sinon bah, juste ils vont revenir, ça va être la merde. Donc voilà, mais je trouvais ça bien. Je trouvais que Butcher était très bien. Que Yui devienne, monte son magasin d'électronique. Je trouvais ça bien comme fin. Qu'il revienne à son point de départ mais profondément changé, tout ça, enfin je trouve ça bien, qu'il refuse voilà, c'est derrière lui maintenant, et ça montre vraiment l'évolution, il est devenu mature, enfin c'est entre guillemets l'évolution de base. Le personnage est revenu à son point de départ, au point où il était avant, mais profondément changé et plus mature et a évolué en bien quoi, il est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est, voilà, j'ai trouvé que c'était très bien, c'était très bien. Ashley Quirrell. Ashley Professeur Quirrell. C'est merveilleux. Fin de saison 4, elle s'injecte du V, elle a le crâne qui commence à se déformer, tout ça. Moi, ce que je pensais, c'est que ce serait Hulk. Je pensais qu'Ashley allait devenir Ashley Hulk, parce que c'est un personnage qu'ils avaient encore pas parodié dans The Boys, qu'ils n'ont toujours pas fait. Je voyais Ashley Hulk pour que toute sa frustration, sa colère et sa profonde terreur ressortent sous l'avatar du coup d'une énorme créature qui défonce tout. Moi je voulais voir Hulk Ashley quoi. Et au final, au début j'étais un peu en demi-teinte en mode ah juste elle est télépathe et elle a une tête derrière la tête en mode Professeur Quirrell. Bon. Mais au final cette tête représente ce que aurait représenté Ashley Hulk en fait. Vraiment les pensées profondes d'Ashley. Et j'aime beaucoup qu'ils aient rajouté le côté elle a toujours voulu être une femme forte. Mais elle l'a jamais été par peur, peut-être un peu par lâcheté, enfin bref. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient rajouté ce point-là du personnage. J'ai trouvé ça très intéressant, très cool, ça l'étoffe vraiment bien. Enfin j'ai vraiment trouvé ça très chouette, le traitement de Ashley dans cette saison. Et comme je disais, j'aurais bien aimé la voir un peu plus dans le climax, qu'elle agisse un peu plus. Parce que là, globalement, ce qu'elle fait, elle ouvre une porte pour sauver les boys, et après elle disparaît. J'aurais aimé la voir combattre un peu plus, parce qu'évidemment elle n'allait pas prendre part au combat physique, mais faire un peu plus d'action, un peu plus de trucs, essayer de retourner l'armée, ou je sais pas, contre le protecteur, un truc. Mais bon, je m'en satisfais, déjà Ashley a survécu, et ça je suis très content, et comme je disais, la dernière scène où elle est là, devant tout le monde, en mode oui, je ne vais pas démissionner, parce que je n'ai rien fait de mal. Voilà, c'était donc les derniers mots de l'ex-présidente Ashley Barrett, qui a été renvoyée ce matin. Je trouve la scène très drôle, donc j'accepte qu'on n'en sache pas plus. Est-ce qu'elle s'est fait arrêter? Est-ce qu'elle est en prison? Est-ce qu'elle vit juste sa vie? Est-ce que machin? J'accepte qu'on n'en sache pas plus parce que la scène est très drôle. Donc voilà, j'adore Ashley, j'ai été très satisfait de son traitement, de son personnage. Toute la scène où la deuxième tête d'Ashley prend le contrôle du corps, elle est très très drôle et c'est très très bien joué. Enfin vraiment voilà, je trouve que Ashley, petit bijou. Et l'autre petit bijou c'est l'homme poisson. L'homme poisson, dans son pathétisme complet à faire pleurer tous les gens pathétiques du monde, il est génial, il est parfait, et j'aime beaucoup que du coup au fur et à mesure il perd vraiment tout. Il perd ses potes, il perd la célébrité quand il refuse de sauver l'homme qui se noie, il perd les poissons. Le fait qu'il perde les poissons, qu'il ait même plus le droit d'aller dans la flotte, je trouve ça brillant, que c'est le seul endroit où il pouvait être bien et il le perd.
Il a vraiment tout perdu jusqu'au moment où le dernier rempart sur lequel il s'accroche c'est le protecteur, et le protecteur qui lui dit mais t'es qu'une merde, j'ai toujours eu que du mépris pour toi, casse-toi, casse-toi, je veux plus te voir. Ça c'est génial. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le combat avec Stella, malgré que Stella elle sait pas qu'il a plus le droit d'aller dans la flotte, qu'il a tout ça. Et elle se dit je me bats contre l'homme poisson, on va décoller, je vais le faire atterrir sur une plage. Stratégiquement, c'est complètement con. Elle est conne comme une brique, stratégiquement là, Stella. T'emmènes pas l'homme poisson près de la mer, mais bref. Et j'aime beaucoup le dialogue qu'ils ont à ce moment-là, de Stella qui lui dit mais putain, mais assume. C'est pas ma faute si t'es une merde, si t'es pathétique, si t'as fait tous les choix. C'est tes propres choix. Assume. Assume enfin tes actes, assume qui tu es, assume tes choix, et tu vas enfin vivre mieux, quoi. Et le fait que l'homme poisson la regarde et fasse non, je trouve ça très bien. C'est tout le personnage est dit dans ce dialogue. Tout le personnage est résumé et dit c'est juste un connard qui n'assume absolument pas ses choix et qui reporte toujours la faute sur les autres par énorme lâcheté et par pitié. Enfin c'est une merde sans nom. Et j'aime beaucoup sa mort, tué par les poissons. D'ailleurs il a été révélé que la pieuvre qui tue l'homme poisson est le cousin d'Ambrosius. Ambrosius c'est la pieuvre qui était sa meuf doublée par Tilda Swinton dans la saison 4, qui bute en la faisant se noyer, est-ce qu'on peut dire ça pour un animal qui vit dans l'eau, qui du coup respire de l'air, est-ce qu'on peut dire noyer, asphyxier, je ne sais pas. Je trouve que c'est très bien, c'est bien mis en scène, j'aime beaucoup le plan où il disparaît dans l'eau et qu'il y a juste une mare de sang qui prend la place, je trouve ça très cool. Mais j'aurais juste voulu, peut-être juste le... Parce que il se fait attraper la jambe par la pieuvre, machin, tout ça, et après on voit tout en plan zénital, donc c'est en gros un plan vu du plafond, si on peut dire, vu du ciel, où il est comme ça en train de nager, et on voit paf la tentacule qui sort de la bouche. J'aurais bien aimé peut-être juste un petit plan sur la tentacule qui lui rentre dans les branchies, ou qui lui rentre dans le cul. Ça aurait été un petit plan rigolo en plus pour voilà, mais j'accepte. Je trouve que c'est un personnage qui, pour le coup, il m'a absolument pas déçu. Il est fidèle à lui-même, il est encore plus pathétique qu'il a jamais été. C'est génial. C'est génial. L'homme poisson, c'est un des petits bijoux de cette série aussi, de toute façon. La mort du français est bien. Encore une fois prévisible, et peut-être un chouïa longue. J'aurais coupé quelques répliques. Notamment le c'est toi qui m'as sauvé. Mais tu l'as déjà fait, Luc. C'est bon, c'était un peu trop Star. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop long. Mais j'ai bien aimé, sinon la mort du français était plutôt bien. Le testament est plutôt rigolo aussi, même si un peu trop porté sur le cul à mon goût. Mais ça fonctionne bien, ça correspond au personnage. Donc non, la mort du français, j'ai rien à dire, elle est plutôt pas mal. Sister Sage, j'ai trouvé bien. Mais pour le coup, c'est peut-être un personnage que la fin m'a déçu. C'est un personnage dont la fin m'a déçu, Sister Sage, parce que un très bon ami à moi m'avait soufflé une théorie sur la fin de Sister Sage, qui je trouve aurait été en fait la fin parfaite pour Sister Sage. C'est elle se fait arrêter, elle est en prison, parce qu'elle a quand même fait des actes répréhensibles, hein, Sister Sage, en prison, donc elle paye pour ses actes, mais en même temps, à pouvoir bouquiner, à pouvoir vivre sa vie, parce que elle explique que elle, ce qu'elle veut, c'est être juste dans son bunker peinard à lire des livres pendant qu'il n'y a plus personne qui vient la faire chier. En prison, elle aurait eu ce qu'elle veut, tout en payant pour ses actes. Je trouve que ça aurait été la fin vraiment parfaite pour Sister Sage, quoi. Et là, non, je trouve qu'elle perd son intelligence trop rapidement Enfin, puis c'est pas très cohérent en fait, parce que techniquement, les pouvoirs du coup de Sister Sage, c'est qu'elle a un giga gros cerveau et qui peut se régénérer plus ou moins constamment. C'est ça le pouvoir de Sister Sage, qui fait qu'elle est hyper intelligente. Là, quand elle perd ses pouvoirs, quand elle teste Kimiko, les pouvoirs de Kimiko, elle devient débile. Elle a le cerveau qui rapetisse et elle devient juste une humaine lambda. C'est un peu con, parce que globalement, ça devrait pas réduire la taille de son cerveau. Ça devrait juste l'empêcher de pouvoir se régénérer. Elle devrait garder le même cerveau. Mais juste si elle se refait une lobotomie dans l'œil, là, comme elle faisait, bon, elle pouvait rester légume, ce qui était dommage, mais intéressant. Mais c'est surtout, y a pas de raison que son cerveau se réduise en fait. Son cerveau, son pouvoir, c'est juste de se régénérer, mais une fois qu'il est à sa taille maximale, il n'y a pas de raison qu'il... Voilà. C'est un peu bizarre. Mais bref, et après, elle part tout de suite à Orlando et on la voit plus jamais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu dommage. Un peu dommage que
que Sister Sage soit repartie si vite et que juste elle devienne conne et elle dégage. Voilà. Même si le fait qu'elle soit hyper heureuse d'être devenue conne, désolé de comment je le dis, mais bon, qu'elle soit hyper heureuse d'être devenue conne, je trouve ça bien dans la mesure où elle a toujours traité son intelligence comme une malédiction, c'est pas pour rien qu'elle se lobotomise. Mais je sais pas, je trouve la fin un peu décevante pour Sister Sage quand même, trop rapide et un peu décevante. Je disais que j'aimais bien la crème dans le début, j'aime bien le côté qu'il soit vraiment dépressif et alcoolique. La crème qui a toujours été genre, faut se battre, machin, tout ça. J'aime bien qu'il soit devenu vraiment dépressif, alcoolique, ayant abandonné sa famille en mode de toute façon elles sont mieux sans moi, si moi je les mets en danger, donc autant les abandonner, machin. J'ai bien aimé, ça changeait un petit peu le personnage de la crème qui tue sans aucun remords Love Sausage, boudin d'amour. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et après il y a son arc de rédemption avec Stella, ils ont leur rédemption un petit peu en même temps dans l'épisode 7. Donc voilà, j'ai trouvé que la crème était sympathique aussi, un peu fidèle à lui-même, mais en même temps avec un peu de nouveauté. Ça changeait, c'était bien, c'était sympa. L'épisode 5 est mon épisode préféré de la saison et un de mes épisodes préférés de The Boys, comme je l'ai dit. Parce que j'ai toujours été très fan des personnages secondaires, en règle générale. Vous pouvez demander à mon père, j'ai toujours été tout le temps fan des personnages secondaires plus que des personnages principaux, j'adore ça. Donc quand il y a un épisode qui est centré que sur les persos secondaires pour traiter un petit peu leurs arcs, leurs machins, j'étais ravi. Et c'est cet épisode qui m'a fait aimer le personnage de Firecracker, qui est pour moi très bon dans cette jeune femme qui a plus rien à se raccrocher à part les mensonges qu'elle raconte et qui est fini donc par y croire elle-même. Elle a toujours cru en le protecteur. Mais lui, il s'en fout d'elle, il l'a utilisé comme un outil, et plus elle se rend compte que le protecteur en a rien à foutre d'elle et qu'elle est en train de lui échapper, non, il est en train de lui échapper, bref, vous avez compris l'idée, plus elle va loin dans ce qu'elle fait pour lui pour essayer de revenir en fait dans ses bonnes grâces, coucher avec le petit soldat pour essayer de le faire réagir quoi concrètement, tout ça, et au moment où elle accuse en fait dans l'épisode 5 le prêtre qui est plus ou moins son père en fait spirituel, qu'elle l'accuse d'être un stelactiviste, etc. On a vraiment ce côté, elle renie en fait concrètement qui elle est, elle finit par abandonner complètement qui elle est pour le protecteur, qui n'en a rien à foutre, et qui la tue vraiment. J'ai beaucoup aimé sa mort en fait, très simple. Il n'y en a pas beaucoup des personnages dans The Boys qui meurent de manière très rapide, simple comme ça, et sobre presque j'ai envie de dire. Mais il l'enlève vraiment d'un coup de main quoi. Vraiment en mode, juste tu m'empêches de passer, pousse-toi. Et j'ai trouvé ça très bien quoi. C'était vraiment, cet épisode là m'a fait aimer Firecracker, et Firecracker est un personnage que j'aime beaucoup maintenant dans The Boys. J'adore. Dans cet épisode là, dans l'épisode 5, on va suivre aussi par exemple Black Noir, qui a un arc que j'aime bien, même si pour le coup lui il est complètement inutile et il sert absolument à rien dans la saison, tout ça, mais c'est un personnage qui était là, donc il faut quand même finir, et voilà, il raconte quand même un truc avec, ils prennent le temps d'essayer de raconter quelque chose, et j'ai trouvé ça bien. Et la mort d'Adam Bourke, le réal, avec la murène dans le cul, c'est à cette mort là que je faisais référence quand je disais que c'est à ce moment là qu'on retrouve enfin l'essence de The Boys, qui fait que cette série est aussi populaire. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette. On apprend aussi à connaître Sister Sage, connaître ses motivations, tout ça, et Ashley aussi, qui se livre un petit peu sur la femme forte qu'elle a toujours voulu être, etc. Bref, c'était hyper chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, vraiment genre j'adore, mais effectivement l'intrigue est vraiment sur pause à ce moment-là, parce qu'on va vraiment juste explorer les personnages, caractérisation, des personnages secondaires en plus. Donc voilà, l'intrigue avance vraiment pas pendant cet épisode, mais force est d'admettre que je l'ai vraiment adoré, parce que j'adore les personnages secondaires, et d'avoir un épisode entier qui est centré sur eux pour avoir vraiment leur point de vue et les développer, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a la légende qui revient, le personnage de Paul Reiser qui jouait Burke dans Aliens, et le Dr Owens dans Stranger Things, qui est un acteur que j'aime bien et que j'avais bien aimé son personnage. C'est un personnage hyper important des comics. Dans la série il apparaissait que en saison 3 pour 1 ou 2 épisodes, histoire de dire voilà c'est la légende, c'est lui qui donnait des infos sur le petit soldat, sur tout ça. Et j'aime bien l'épisode où il est là, je trouve qu'il est bien traité, j'aime bien ce qu'il raconte avec, j'aime beaucoup son dialogue avec le protecteur, surtout en fait à la fin,
où, enfin vraiment que je trouve vraiment bien et que le protecteur le laisse partir, lui laisse la vie sauve. J'étais un peu content. J'ai bien aimé ce personnage-là et cet arc-là. Je l'ai trouvé assez intéressant, je l'ai trouvé assez chouette et j'étais content de revoir la légende. Revoir des personnages comme ça qui reviennent un peu de temps en temps, c'est cool. Je sais que je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à ce que Maeve revienne. Maeve qu'on n'a pas vu depuis la saison 3, qui partait vivre avec sa meuf pendant que tout le monde les pensait morte. Donc c'était, voilà, ce qui est une bonne fin pour Maeve en soi, mais je m'attendais vraiment à la revoir, ne serait-ce pour un caméo. Je sais que en gros Eric Kripke, le showrunner de la série, a dit qu'il voulait aussi faire revenir Maeve, mais que elle a plus ou moins abandonné sa carrière d'actrice, et en plus conflit dans l'emploi du temps, donc ça c'est pas fait. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé la revoir, même par exemple pendant les funérailles de Butcher, un truc comme ça, enfin un petit retour un petit peu de Maeve, comme ça, voilà, aurait pu être sympa. Parlons un petit peu de Gen V. Gen V, c'est du coup la série spin-off à The Boys qui se passe en parallèle avec du coup les jeunes à l'université Godolkin pour avoir un point de vue un peu plus de la jeunesse. Qui est une série sympathique mais sans plus. Pour donner mon avis très rapidement, la saison 1 je l'avais trouvé sympa. Ça valait pas The Boys, mais il y avait quelques bonnes choses. J'aimais bien le personnage de Jordan et le personnage d'Emma. J'ai trouvé chouette. J'aimais bien qu'à la fin, Kate et Sam deviennent méchants. Enfin, il y avait des trucs sympathiques quand même. La saison 2, j'ai un peu plus de mal. Elle était sympa aussi dans la lignée de la première, mais le final m'avait pas du tout convaincu. C'était hyper anticlimatique, on se faisait chier, et puis principal truc qui m'énervait et que donc j'avais peur pour cette dernière saison de The Boys, parce qu'ils avaient dit attention, Mary Morrow, personnage principal de Gen V, aura une importance capitale dans le final. Au final non, mais du coup c'est que dans Gen V ils ont fait de Mary Morrow vraiment Rey, c'est Rey de Star Wars quoi. Elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop, enfin elle est vraiment overpowered, il n'y a aucun moyen de la battre, enfin je trouvais ça ridicule et j'y croyais plus du tout quoi. C'est littéralement elle fait le café quoi. Dans Gen V saison 2, elle ramène des gens à la vie, elle fait retrouver les pouvoirs aux gens, elle soigne tout et n'importe quoi, enfin voilà, elle contrôle juste le sang, hein, elle va pas pouvoir faire tout ça. Bref, j'étais mais du coup je suis satisfait de voir que elle n'a servi à rien dans ce final, puisqu'elle est juste là pour dire qu'elle est là et partir en camion. Donc je suis bien heureux qu'elle n'ait pas servi, parce que ça m'aurait gâché le final, tellement elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop peut tout faire, ça aurait gâché forcément le final, donc je suis satisfait. Voilà, ce qui fait que Gen V au final n'aura jamais été vraiment essentiel à regarder pour comprendre The Boys, ce qui est une excellente chose, parce qu'on ne devrait pas avoir à faire de devoirs pour regarder une œuvre. C'est ce qui m'a fait lâcher Marvel notamment. Donc c'est très bien. C'est vraiment du bonus, Gen V, hein. Mais voilà, j'étais satisfait de ne pas les voir dans le final, enfin, qu'ils n'aient pas été importants dans le final, j'étais content. Il y a des thématiques abordées qui sont assez intéressantes aussi, notamment il y a tout un moment sur un discours sur l'immortalité, où il y a certains personnages comme le petit soldat, Bombsight, qui ont du V1, qui sont du coup immortels en fait concrètement. Alors immortels dans le sens, peut pas mourir au vieillissement, parce qu'il y a forcément des moyens de les tuer, même si le virus n'a pas réussi à tuer le petit soldat, mais il doit forcément y avoir des moyens de les tuer. Stormfront était immortelle et elle est morte, elle a réussi à se suicider. Donc ils sont pas complètement immortels. Mais j'ai bien aimé le discours qui en était fait, du fait que c'est plus une malédiction qu'autre chose en fait. Et j'ai beaucoup aimé, même si c'était vraiment pub pour Vault Rising et tout ça, mais dans l'épisode 6 je crois, tout le moment avec Bombsight qui essaye de donner du V1 à sa meuf, les Golden Geisha, pour la rendre immortelle, pour qu'ils puissent vivre ensemble et vieillir ensemble, et qu'elle s'obstine à refuser parce qu'elle veut pas en fait de ça, elle veut pas voir les gens mourir, tout ça machin, enfin voilà, elle veut juste vivre sa vie et mourir. Et j'ai beaucoup aimé, il y a un moment elle dit un truc, elle dit un peu de choses, j'adapte un peu les mots parce que je l'ai pas écrit la citation, mais genre la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'on sait qu'elle va s'arrêter à un moment, sinon ça vaut pas le coup en fait. Et si on vit, on profite pas des choses si on sait qu'elles sont éternelles, alors que si on sait qu'elles ont une fin, on va davantage en profiter. J'ai bien aimé ce discours, j'ai trouvé que c'était une thématique vraiment intéressante. De toute façon moi tout ce qui est thématique mortalité, immortalité, c'est des trucs que j'aime beaucoup comme thème. Et là j'ai trouvé que c'était bien traité et j'ai trouvé ça assez touchant, même si l'épisode est au final un peu comment dire, filler. L'intrigue avance pas énormément pendant cet épisode là. J'ai quand même bien aimé ça et ce discours là qui était fait, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, vous me connaissez, hein, j'aime bien faire un petit peu du chipotage de mouche qui chie dans un bol, hein, mais il y a quelques petits éléments vite fait où quand on s'attarde dessus, dans la cohérence, c'est pas non plus hyper fou. Genre par exemple,
quand ils font, pour donner les super pouvoirs du petit soldat à Kimiko, encore une fois, truc que je trouve très débile, creuse-toi la tête pour utiliser le petit soldat plutôt que juste transférer ses pouvoirs à un autre personnage, enfin bref. Donc voilà, pour faire ça, il l'expose à des radiations, à l'uranium, je sais plus quoi. En gros, c'est dans une salle où tu as une sorte de trappe qui s'ouvre et tu as l'uranium qui est là, qui envoie les radiations à Kimiko. Ils referment la trappe, ils ouvrent la porte pour que Kimiko puisse sortir. À la seconde où ils ouvrent la porte, ils devraient se faire irradier, ils meurent tous d'un cancer dans les 2 semaines. Tous. Mais bon, c'est du chipotage, on accepte assez facilement. Et puis un autre truc aussi, c'est dans le final, quand justement les boys se retrouvent coincés dans un couloir parce que du coup toute la protection, on va dire, dont bénéficie le protecteur en termes de soldats, sont en train de les fusiller dans un couloir, et Ashley arrive, ouvre la porte du couloir et fait que les boys puissent s'enfuir. Pourquoi est-ce que les soldats ne les poursuivent pas ? Les seuls qui vont s'opposer aux boys à partir de ce moment-là, ça va être Au-Phaser et l'Homme-Poisson, avant d'arriver au protecteur. Mais pourquoi du coup toutes les troupes du Homelander, juste, ils sont en train de leur tirer dessus dans le couloir, ils voient qu'ils s'enfuient du couloir, ils sont en mode... Pause déj ? Allez, pause déj. C'est un peu con, ça aurait pu être une scène d'Ashley, où justement les soldats commencent à courir pour attraper les boys, et Ashley qui se met en plein milieu, qui dit « Stop !» Est-ce que vous voulez vraiment qu'on laisse le protecteur en vie? Il est en train de faire de la merde et tout. Et qu'elle ait un peu un truc pour réussir à contenir les soldats et faire en sorte de leur retourner entre guillemets le cerveau, juste leur faire prendre conscience des horreurs du protecteur pour qu'ils y aillent pas et qu'ils laissent les boys tranquilles. Ça aurait été intéressant pour Ashley en fait comme scène, en plus de juste ouvrir la porte et les faire s'enfuir, d'avoir vraiment ce côté vraiment fan forte et leaduse qu'elle a toujours voulu être à ce moment-là. C'est quand même parce que c'est quand même un personnage qui a eu une Ashley, elle a commencé assistante d'assistante où elle servait les cafés, elle a fini présidente des motherfucking United States, hein. C'est une belle progression Ashley. Donc voilà, ça aurait pu être intéressant d'avoir ça, et ça aurait pu justement du coup après la conforter dans son discours après en mode voilà, moi je vais rester présidente des États-Unis, je veux pas démissionner parce que j'ai rien fait de mal et tout. Et après, effectivement, elle se fait renvoyer et cette scène-là reste drôle. Mais voilà, ça aurait pu être un moment en plus d'Ashley qui aurait pu être sympa et enlever cette petite incohérence qui fait que, effectivement, on a ce problème-là de les soldats qui les poursuivent pas. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ça fait beaucoup, c'est une vidéo longue, mais en même temps c'est une série donc c'est plus long, beaucoup de choses à dire. Globalement, pour faire un résumé, j'ai vraiment bien aimé globalement cette série dans son ensemble. J'aime beaucoup The Boys, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, des personnages qui sont très attachants que j'aime beaucoup, des scènes qui sont hyper marquantes, qui restent en tête, tout ça, et il y en a dans cette saison 5 aussi, donc c'est cool. On retrouve quand même l'ADN de The Boys, et encore une fois je trouve que c'est vraiment une bonne fin quoi. Ça termine très bien les choses. Comme pour Game of Thrones en fait, il y a des trucs sur lesquels je suis déçu, des choses qui ont mené nulle part, ou des morts décevantes, ou tout ça. Mais dans l'ensemble ça reste bien, ça reste une bonne conclusion, ça reste cohérent, ça reste logique, donc voilà. C'est pour ça que je trouve la comparaison avec la fin de Game of Thrones est bonne et fonctionne. Et voilà, et je vois beaucoup de gens qui aiment pas la fin de The Boys, qui aiment pas tout ça, mais moi je suis plutôt satisfait, moi je suis plutôt content. C'est une série que je me referai plusieurs fois au cours de ma vie, parce que je l'aime vraiment bien. Je regarderai Vault Rising quand ça sortira, enfin vraiment c'était chouette. Je comprends que certaines personnes puissent être déçues, de toute façon c'est une fin, donc forcément ça déçoit. Mais moi en tout cas, je suis très satisfait de cette fin de The Boys, et j'en suis pas déçu. Dans sa globalité, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la dernière saison de The Boys. J'espère que ça vous aura plu. Plus que jamais, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse vraiment très fort de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison finale et de The Boys dans son entier en fait. J'ai envie de savoir, ça m'intéresse, surtout que c'est une série qui me tient vraiment à cœur, donc voilà, dites-moi, j'ai très envie de savoir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine critique. A plus!